Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast où chacun raconte son histoire. Je suis Héloïse Fiat, architecte d'intérieur, et pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore mettre en avant la passion des autres, mais aussi leur parcours pour savoir comment ils sont arrivés jusqu'ici. Aujourd'hui, j'accueille avec moi Yannick, qui est chargé de développement des éditions Cozy. Bonjour Yannick. Bonjour Héloïse. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Super. Et écoute, aujourd'hui, le but c'est qu'on parle pas seulement de presse et d'édition, mais qu'on parle aussi de ton parcours pour savoir comment tu es arrivé où tu es aujourd'hui, mine de rien, pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie à suivre, mais qu'il y a autant de chemins que de personnalités. Tout à fait. Et parfait, allons-y. Yannick, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques mots pour nos auditeurs ? Ouais, je m'appelle Yannick Mougel, j'ai 56 ans. Je suis né en Lorraine, j'ai pas mal bougé dans ma vie, j'ai un petit peu traversé la France. J'ai un parcours qui est assez atypique, en effet, avec pas mal de changements, mais toujours des grandes. Le sport a été quand même le fil conducteur de ma carrière. J'ai joué à un bon niveau en tennis, j'ai fait du ski et en fait tout de suite voulu travailler dans le milieu du sport et j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et voilà, je suis là aujourd'hui dans un autre milieu, mais qui m'a été amené aussi par le sport, tout simplement. Effectivement, donc aujourd'hui, tu es au développement commercial des éditions Cozy, ouais. C'est ça. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est les éditions Cozy et en quoi ton rôle consiste ? Alors les éditions Cozy, c'est une maison d'édition qui a une trentaine d'années maintenant, qui est dirigée par Claude Borani. C'est une maison d'édition dans laquelle on va travailler avec deux magazines phares qui sont Cozy Mountain et Cozy City. Ça sont les magazines vraiment référents, donc référents au dire des architectes du milieu de l'art de vivre à la montagne. À côté de ça, nous avons de l'édition déléguée. On travaille par exemple avec la Folie Douce, la Maison Tournier, avec des groupes hôteliers, des domaines comme les Césiles, Val d'Arly, la Clusaz, les Trois-Vallées. Et moi, mon but, c'est de trouver des partenaires. De plus en plus, on est quand même un magazine relativement premium, donc de trouver des beaux partenaires dans lesquels on a cette chance de pouvoir raconter les histoires, de mettre en avant des personnes qui ont un petit peu contribué à l'évolution de la montagne sur les dernières années. Et surtout, on a cette chance de travailler dans des très très beaux endroits et de mettre en image un petit peu ça, les belles réalisations par les architectes, par les designers, etc., etc. Ok. Oui, effectivement. Donc, si jamais vous connaissez pas, moi, je vous mettrai des petites images et puis je vous mettrai aussi dans le lien de la description les éditions Cozy pour que vous alliez voir exactement ce que c'est. Alors, effectivement, ton parcours, du coup, il est marqué par plusieurs expériences. Alors, moi, je les connais un petit peu, mais du coup, nos auditeurs, non. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Si tu devais résumer un petit peu ton parcours en 3 grandes étapes, lesquelles ça serait ? Au départ, à l'âge de 14 ans, je me voyais gagner Roland-Garros. Okay. J'avais un bon petit niveau. J'ai commencé à jouer au tennis, mais je faisais du ski parce que Mougel, les Vosgiens, une grosse famille de skieurs. Je viens un petit peu avec toute cette génération aussi de skieurs vosgiens, Didier Schmitt, Armand Chillet, qui sont venus dans les Alpes pour faire des bons résultats. Donc moi j'ai commencé en même temps que mes études à travailler un petit peu. J'ai bossé à l'UCPA, au Club Med. Okay. Donc je donnais les cours de ski avec un ski club dans les Vosges à l'époque. Et j'ai eu un accident en ski qui m'a en fait m'a fait tout arrêter sur le côté sport. Donc à partir de là, j'ai voulu travailler dans le sport. Je me suis dit, il faut que je continue, il faut que je reste là-dedans. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer chez les Skis Lacroix à l'époque, okay. Les lunettes Smith. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça et elle a duré. J'ai eu la chance de travailler avec des très très belles marques. Ok, donc du coup, tu as fait un petit peu un passage en sport. Et donc du coup, comment tu es arrivé un petit peu, mine de rien, aux éditions Cozy ? Comment ça s'est passé cette transition ? En fait, je connaissais les éditions Cozy qui, à l'époque, a eu la super belle idée de faire un magazine qui s'appelait Snow Time et Ski Time. C'était un magazine sous forme de journal qui était gratuit et qui était distribué dans tous les skate shops, les snowboard shops, les ski shops, etc. Donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des budgets conséquents, les grandes marques de ski et de snowboard communiquaient, jouaient bien le jeu. Et du coup, moi en fait, j'ai communiqué avec des marques
pour les éditions Cozy. Et ça a été en fait tout le long de ma carrière, puisque même après, en travaillant avec des marques plus prestigieuses, où on était vraiment dans tous les ski rooms des grands hôtels, etc., bah là, je travaillais en annonceur. En fait, je passais des pages de pub chez Cozy. Donc, je les connais depuis longtemps. Ouais. Et surtout que j'avais mon showroom qui était juste à côté de leur bureau. Donc, j'allais les embêter de temps en temps pour prendre le café. Et Claude Borani est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est devenu, bon, c'est mon boss, mais c'est aussi un ami. C'est quelqu'un qui a vraiment une patte quand il écrit. Moi, je sais que j'adore ses éditos. C'est quelqu'un de passionné. Lui, il a commencé sa carrière journaliste chez Ski Français. Donc ouais, c'est quelqu'un, quand on lui parle de ski, il connaît. Il sait de quoi il parle. Et en fait, il s'est tourné vers l'art de vivre à la montagne pour devenir aujourd'hui, magazine référent. Et c'est ce qui me plaît. C'est les architectes qui disent que Cozy Mountain, on est le magazine référent de l'art de vivre à la montagne. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est vraiment... Et du coup, moi, comme dans toute ma vie, j'ai choisi mes marques dans le sport. Et j'ai choisi aussi, il y a plus d'1 an et demi en arrière, j'étais voir Claude en lui disant, voilà, ma carrière dans le sport est terminée, j'aimerais vraiment travailler avec toi. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et tu en es là aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu guidé au final dans tes choix professionnels? Est-ce que c'est seulement le sport? Est-ce que tu as eu des opportunités? Est-ce que ça a été le challenge? Comment ça s'est un petit peu passé toutes ces choses au final? En fait, ça a été surtout des choix de marque. Depuis tout jeune, j'aime les beaux produits. D'ailleurs, chez Cozy, c'est une suite logique. J'aime les belles marques. J'ai refusé de prendre des distributions de marques très importantes parce que ça me plaisait pas, parce que le réseau de distribution me convenait pas. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui mettait en avant les vrais détaillants, le vrai commerçant, les petites boutiques qui se battaient contre les grosses enseignes. J'étais un petit peu détesté de la grande distribution parce que je voulais pas leur vendre mes produits. Quand j'ai travaillé dans le snowboard avec Régis Roland, on se battait un petit peu avec la marque Burton pour rester dans les magasins un petit peu les vrais snowboard shop, etc. Bon, après, j'ai distribué la marque Vans, j'ai fini chez Nike Snowboarding. Donc toujours dans le but de mettre en avant mes magasins. Donc tout mon choix a été fait un petit peu sur les marques. J'ai eu cette chance-là de jamais avoir à faire de CV. C'est les marques qui sont venues me chercher plutôt que moi qui y allais. Ça c'est génial. Après, de rien, c'est aussi je pense que ça, alors je sais pas, tu vas me dire si j'ai faux ou pas, mais c'est peut-être le bouche à oreille aussi, les recommandations des personnes que tu as côtoyées, peut-être que ça a peut-être joué aussi. Oui, bien sûr, parce qu'en final, les gens te connaissent, les gens connaissent surtout ce que tu amènes toi comme esprit et comme image à une marque. J'ai voulu travailler après dans le mountain bike, j'ai distribué Intense, Troy Design, des marques qui sont incroyables et j'ai eu la chance de voyager beaucoup et de rencontrer. C'est un petit peu ce qui me fait plaisir dans ce milieu-là, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer toutes mes idoles. Quand j'ai travaillé pour Alpinestar au développement du sportswear pour cette marque, qui est le leader dans la Formule 1, MotoGP, motocross, etc., je faisais du motocross, j'ai rencontré tous les pilotes les plus emblématiques. Et en plus, quand t'étais jeune, du coup, tu voyais ces personnes et du coup, quand tu évolues, tu dis, ah ouais, non, et j'ai une vie qui était incroyable parce que c'est ce que je dis maintenant aux jeunes générations. Gardez vos idées, allez-y, foncez, mais surtout bossez, parce qu'à un moment, c'est toujours pareil. À un moment, si on bosse pas, c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est pour montrer aussi aux jeunes étudiants, aux jeunes lycéens, collégiens, etc., de dire, si vous voulez quelque chose, va falloir bosser, parce qu'à un moment, c'est en claquant des doigts que ça arrivera dans votre assiette. C'est ça, exactement. On peut dire ça, les choses comme ça. Du coup, tu parlais, de travailler pour les marques. Moi, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu cette perspective-là. Donc, j'aimerais bien qu'on parte dans une immersion dans cet univers. Pour la partie 2, ça serait sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Allons-y. Alors effectivement, Yannick, tu as occupé mine de rien plusieurs postes, donc commercial, manager, chef des ventes dans plusieurs entreprises, donc telles que le ski, le snowboard, skate, mode. Et qu'est-ce qui t'a un petit peu attiré vers ces industries? C'était avant tout une passion. J'ai toujours, donc ce que je disais tout à l'heure, le sport, la mode, ça m'a toujours plu. J'ai toujours voulu m'habiller, être différent, avoir un petit peu ce côté différent des autres. J'ai toujours aimé la mode, c'est quelque chose qui m'a passionné et c'est pour ça que ces métiers-là, au début tu commences, t'es commercial, tu travailles pour des marques, tu vas en récupérer d'autres quand t'es agent commercial et c'est en fait dans l'idée c'est toi qui choisis les marques pour lesquelles tu travailles. Moi j'ai eu la chance de récupérer la marque de chaussettes Stance qui à l'époque était une super belle marque. Ça fait tout de suite un carton, ça a très très bien fonctionné. On était au tout début de la marque Volcom.
aller récupérer des marques, aller aux États-Unis, aller sur les salons, avoir le nez en se disant cette marque-là, ça va être fort. C'est ça aussi qui est passionnant parce qu'on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Tout à fait. Le choix des marques à distribuer est souvent difficile parce que forcément après tu vas prendre des agents co, tu vas prendre des gens qui vont travailler avec toi et il faut qu'ils te fassent confiance surtout, quoi. Et alors justement, comment ça se passe? Parce que du coup, tu travaillais en France, mais tu travaillais pour des marques, mine de rien, qui s'exportaient à l'international, on va pas se mentir. Et donc, comment t'arrivais justement à développer ce côté-là? Parce qu'il a fallu les développer, ces marques à l'international. Ça, c'est la partie géniale du travail parce qu'on se retrouve 3-4 fois, beaucoup aux États-Unis, beaucoup un petit peu dans le monde où les marques organisent des meetings. On se retrouve avec tous les distributeurs de tous les pays et chacun en fait a sa vision. Le Suisse, l'Allemand, l'Italien va avoir des produits qu'il va pousser. Nous, ça va être les histoires de couleurs, de look, de choses comme ça. Et c'est ce qu'il y a de bien parce qu'on arrive vraiment à trouver des choses différentes d'un pays à l'autre. Et justement, les marques qui s'en sortent, c'est les marques qui arrivent à faire confiance à leurs distributeurs et à les suivre. Parce que on peut pas vendre une Nike de cette couleur en France comme on la vend en Allemagne ou en Russie ou je sais pas. Et du coup, t'es passé de commercial à manager. Comment ça se passe cette transition? Bon, en fait, c'est quand t'es agent commercial, donc tu vas prendre des marques en distribution avec des distributeurs, et puis naturellement, si t'es pas trop mauvais, un jour les gens viennent te voir toi en direct et te proposent des marques. Toi, tu connais d'autres agents commerciaux, et moi ça s'est fait comme ça. Ça a commencé vraiment avec Vans Snowboarding en fait, où là je travaillais pour une société basée à Paris qui eux avaient les baskets, etc. Mais à l'époque où Vans c'était vraiment mainstream, il y en avait un peu de partout, etc. C'était beaucoup moins core qu'aujourd'hui. Et moi, je m'occupais du snowboard. Et donc, après, j'ai pris, moi, mes agents co qui travaillaient sur différentes régions de France. Et on a commencé comme ça. Et après, j'ai monté ma première boîte, une SARL, donc en distribution. Et là, j'avais de très belles marques. J'avais beaucoup de marques aussi de fringues dans le hip-hop, dans le streetwear, etc. J'ai eu la chance de travailler pour des belles marques. Mais c'est vraiment ma fierté au final parce que j'ai toujours eu de belles marques. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai fait mon premier CV à 54 ans. Et en fait, en le faisant, j'étais super content parce que je me suis dit, waouh, les marques sont super belles. T'avais une belle vitrine au final. Ouais, j'avais une belle vitrine et ça s'est fait naturellement, en fait. Je crois que c'est ce que j'explique aux jeunes générations maintenant et, c'est ce que je leur dis. Il faut rester focalisé sur ce que tu as envie de faire et rester là-dessus, pas aller prendre des marques pour les prendre. Et chez Cozy, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On vise un réseau premium. Je sais que je vais peut-être perdre une année à trouver le bel archi, la belle boutique de déco, etc. Mais je suis obligé de travailler avec eux. Quand on vise des beaux cuisinistes, on sait ceux qui sont en place. Exactement. Et si on n'est pas chez eux, ça le fait pas. Donc il vaut mieux attendre un petit peu. C'est exactement pareil, c'est une suite logique. Et ça, que ce soit dans le sport, pour les éditions Cozy, pour n'importe quel métier, c'est pareil, quoi. Et même pour le développement d'une entreprise, moi je vois pour la mienne, c'est au bout d'1 an qu'on voit les résultats. Voilà. Sinon, si on bosse pas, comme on dit tout à l'heure, ça tombera pas tout cru. Quelles sont un petit peu été les plus grandes difficultés que tu as rencontrées en travaillant pour ces marques? Parce que justement, on parlait de l'international. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés peut-être pour le développement interne en France ou pas du tout? Oui, alors déjà, il y a les choix de distribution. Tu as des boîtes qui veulent aller dans la grande distribution, d'autres qui ne le veulent pas. Moi, j'étais pas du tout pour les grosses chaînes, etc. Je partais surtout avec les marques pour lesquelles je travaillais. Donc, tu peux te heurter à des directions commerciales internationales, à des directions marketing, où eux, ils vont me dire, moi, je veux des pubs comme ça, alors que toi, c'est pas du tout ce que tu vises comme clientèle. Voilà, ça va être les choses les plus difficiles, mais encore une fois, si les marques te font confiance, en général, ils te suivent, quoi. Ça fuse, quoi. Ouais. Avec toutes ces expériences, qu'est-ce que tu pourrais dire un petit peu aux jeunes? Alors moi, tu vois, j'ai noté quels sont un petit peu les éléments clés pour réussir dans ces secteurs, tous secteurs confondus que tu as côtoyés, entre guillemets. Alors, suivre évidemment une belle formation scolaire, ça c'est important, mais ne pas se dire je fais du marketing, je vais faire que du marketing, je fais du commercial, je vais faire que du commercial. Faut essayer de toucher un petit peu à tout, mais dans le même domaine. Et surtout, il faut viser le long terme. Moi, j'ai eu énormément d'alternantes, surtout plus des filles, parce que les jeunes filles sont plus travailleuses que ces jeunes messieurs. Alors ça, c'est une analyse, mais on ne dira pas.
Mais c'est vrai que oui, il y a ce côté un petit peu maturité, ce côté, c'est important, mais de suivre sa voie et de pas lâcher. Moi, je sais que je suis passionné de musique aussi à côté. J'organise des concerts, des choses comme ça. Et c'est pareil, le nom de l'association s'appelle Tell Them, qui veut dire dites-leur. C'est toujours, voilà, dites aux jeunes générations ce qui s'est passé, ce qui se passe, mais surtout de se bouger, quoi. Mais c'est ça, et puis au final, du coup, on peut dire que tu as plusieurs passions. Parce que du coup, là, tu nous parlais de la musique, il y a aussi, du coup, le sport. Et quand je vends aujourd'hui Cozy, quand je vends de l'espace publicitaire pour le magazine Cozy, c'est ce que me disent les gens et c'est ce qui me fait plaisir. Ils me disent, t'es pas un vendeur de pub, t'es un vendeur de passion. Et quand tu vends le magazine, bah ouais, t'aimes ce que tu fais et t'aimes le magazine et tu le mets en avant. J'ai toujours dit que je déteste qu'on m'appelle commercial. C'est un mot qui m'a toujours, pour moi, le commercial, c'est le mec avec la chemise saumon, la petite chaîne, et voilà, qui serait capable de te vendre n'importe quoi. Non, moi, je peux pas vendre n'importe quoi. Si j'ai pas la passion pour les marques ou pour le produit que je vends, j'y arrive pas. C'est impossible. Je pourrais jamais faire ça. Nous, chez Cozy, c'est notre force aussi, c'est de parler aussi, d'avoir du contenu dans nos magazines et de raconter des choses. Parce qu'un magazine de pub, ça sert à rien. On en est plus à limiter nos annonceurs, à trouver des beaux annonceurs, que de coller de la pub. Évidemment, un magazine, ça coûte de l'argent. Il faut des annonceurs, surtout avec le Cozy City, qui est un magazine offert, donc qui est distribué gracieusement dans pas mal de points de distribution. Il faut de l'argent, évidemment. Mais il faut de l'argent avec des bonnes personnes. Pour la suite, du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ces expériences de gestion, parce qu'il me semble du coup que tu as été gérant de plusieurs sociétés. Deux SARL, oui. Voilà, de deux sociétés. Donc j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ça, parce que effectivement, c'est une autre expérience, je pense, à mettre en avant. Du coup, Yannick, tu as été effectivement gérant de deux sociétés, donc Mount Zion et Tell Them, si je le dis bien. Comment tu es arrivé un petit peu à ces postes ? En fait, donc justement, en ayant des marques en distribution, tu voyages, tu récupères tu vas sur des salons et tu vois des marques donc qui cherchent à s'implanter en France. Tu prends la distribution, donc tu achètes les collections, tu fais tout ce qu'il faut pour, tu prends des commerciaux et tu deviens gérant d'une entreprise. Tu prends des salariés, tu prends des gens pour la partie comptable. T'es obligé de t'entourer de bonnes personnes et c'est le plus dur pour moi dans le fait d'avoir sa propre boîte, parce que tu peux encore une fois, l'humain est important. Moi, je fonctionne qu'à l'humain et si tu prends les mauvaises personnes, voilà, tu vas au clash, tu vas au fiasco et c'est ce qui m'est arrivé. Il y a les problèmes financiers qui peuvent arriver, mais il y a les problèmes aussi de personnel. À l'heure actuelle, c'est le plus difficile dans une entreprise. Et heureusement que j'ai toujours été très bien épaulé par un super avocat d'Annecy d'ailleurs. Et c'est ce que je conseille à toutes les personnes actuelles dans le business, c'est de s'entourer de bonnes personnes, mais surtout d'avoir un gros cabinet juridique. Parce que là, ça peut vite être la catastrophe. J'ai liquidé ma première société, pour des problèmes financiers, parce que j'avais investi, j'ai pas été livré correctement et j'ai eu des annulations de mes clients. Mais en plus, il y avait ce côté humain. Donc du coup, Mount Zion, c'était quoi comme entreprise sans Mount Zion, c'était une boîte qui distribuait donc des marques dans la fringue. J'avais à l'époque toutes les marques de hip-hop. Et donc j'avais aussi j'avais des marques de snowboard. Dans le snowboard, j'ai eu pareil cette chance-là de travailler avec mes idoles. Régis Roland à snowboard, c'est lui qui a amené le snowboard avec les films Apocalypse Now au départ. Après, j'ai bossé pour Serge Duprat, pour Demir Julia qui a la marque Verdad. J'ai travaillé pour Tom Sims, Tom Sims, et il y avait Jack Burton et Tom Sims, c'était vraiment les deux. Donc ça, c'est pareil, dans le snowboard, j'ai eu cette opportunité de travailler avec mes idoles. Du coup, Tell Them aussi, Tell Them, ça a été la suite. Après, donc j'ai été embauché comme sales manager pour une autre marque. Donc j'ai passé 5 ans avec eux, top. Cette marque-là a décidé après d'arrêter avec les salariés, mais de reprendre des agents commerciaux généraux sur tous les secteurs, etc. Il y avait des gros investissements financiers à faire. J'étais pas prêt à le faire non plus, parce que là, c'était vraiment gros. Et du coup, je me suis dit, je vais un petit peu remonter une agence commerciale, en fait, pareil, avec des marques dans les fringues. Donc là, j'ai eu Obey, j'ai eu Stance, j'ai eu Polaire, des belles marques.
Et donc voilà, j'ai monté Teldem. D'accord. Et donc du coup aujourd'hui Teldem, ça en est où Teldem a été arrêté. J'ai arrêté Teldem parce que là, pareil, j'ai eu un gros souci avec une marque suisse où je devais reprendre la distribution générale de cette marque-là. Quasiment 2-3 mois avant le changement de distribution, ils ont été rachetés. Ok, ouais. Et par un énorme groupe suisse qui, eux, avaient connaissaient d'autres personnes. Et encore une fois, c'est l'humain je me suis retrouvé, en fait, éjecté, tout simplement. Ils ont décidé de passer à quelqu'un d'autre. Et là, j'ai dit, bon, allez, j'arrête tout. Je laisse tomber. Je profite un petit peu pendant quelques années. Et puis, voilà, j'ai travaillé un petit peu avec un ami à moi qui avait des restaurants et qui organisait des soirées, des choses comme ça. Donc, j'ai fait ça. Et puis, et après, je me suis retrouvé chez Cozy. Cozy, c'était le sport, c'est la montagne, c'est mon univers, c'est ce que j'aime. C'est tout ce que tu aimes, en fait. Donc, l'architecture, le design, la mode. En plus, maintenant, en plus de vendre des articles, ils me laissent gérer complètement toute cette partie horlogerie, street art, joaillerie et mode. Donc c'est génial parce que j'ai l'impression d'avoir la double casquette. Ouais, tu touches à tout, et de travailler en plus avec des journalistes. On a une super équipe de journalistes qui nous font des choses bien. Pareil, il a réussi à s'entourer de belles personnes et ça c'est génial, quoi. Ouais. Ça c'est super. Et du coup, juste pour revenir sur gérance, du coup, c'était quoi un petit peu tes missions principales en tant que gérant vite fait, c'est tout, hein. T'achètes des collections, t'achètes de la marchandise, tu la revends, tu livres, tu factures. Ouais, c'était un boulot dingue et nous on était sur des petites structures. Et j'avais Marie qui a bossé avec moi à l'époque chez Vans, qui était une fille incroyable. Elle arrivait du milieu de la production dans le ski. Elle arrivait chez moi, elle était alternante. Et c'était, en fait, au final, c'était mon bras droit, quoi. Ouais. Elle avait complètement les clés de la société. Et c'est elle qui... Elle avait compris l'ADN au final aussi et comment tu fonctionnais. Donc du coup, elle a pu vraiment t'épauler. J'ai eu la chance avec les alternantes de toujours, en fait, de les placer au-dessus du rôle d'alternant, mais tout de suite leur donner des responsabilités. Et je pense que toutes celles avec qui j'ai travaillé, elles s'en sont servies derrière et je les suis un petit peu sur Instagram, etc. Elles ont toutes des belles carrières qui se profilent et c'est génial, quoi. Ouais, moi, c'est le but, hein, au final, c'est de prendre des jeunes, d'arriver à les faire monter et puis qu'un jour, ils volent de leurs propres ailes et... Exactement. Un peu comme toi, hein, voilà, hein, c'est pareil. Peut-être que je volerai de mes propres ailes. Mais j'en suis certain, c'est sûr. Bien. Croisons les doigts. Et j'avais juste une dernière question, voilà, pour cette partie. Alors effectivement, du coup, tu es parti de salarié, tu as été gérant, et donc maintenant, avec les éditions Cozy, tu es redevenu salarié. Tout à fait. Et donc du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est mieux en étant gérant? Est-ce que c'est mieux en étant salarié? Quels sont un petit peu les pour, contre, avantages, inconvénients, etc. C'est l'éternelle question. Tout le monde se la pose. Est-ce qu'on est mieux en étant seul, gérant d'une SARL, entrepreneur, salarié? Je pense qu'en fait, il y a du bon dans les deux solutions. Il faut simplement, quand tu gères ta propre société, c'est d'autres soucis. C'est des nuits un petit peu compliquées parce que tu gères de l'humain, tu gères du monde, tu as des gens sous ta responsabilité, tu as des gens que tu nourris tous les mois, pas faire n'importe quoi. Et être seul, en fait, c'est pareil, il faut arriver à s'auto-structurer, à se donner cette volonté d'aller bosser tous les jours, parce que tu peux te dire, ouais, aujourd'hui il fait beau, je vais au lac. Ouais. Non, pas forcément. Ouais. Et moi, en ayant eu les deux, en fait, maintenant, je sais qu'en étant salarié, j'ai encore je vais pas aller me balader dans une station pour me balader, quoi. Je vais essayer d'aller gratter un peu de partout, de trouver les gens, de trouver les annonceurs potentiels, etc. C'est ton ADN, soit t'es travailleur, soit tu l'es pas. Et puis c'est aussi la passion, je pense, qui guide. On parlait de passion à chaque fois, hein, on en parle à chaque podcast, mais je pense que c'est la passion aussi qui guide, que tu sois salarié ou gérant d'une société. Si t'es salarié et que t'adores ce que tu fais, tu feras tout pour réussir, mine de rien. C'est marrant, mais des fois je dis en plaisantant, j'ai pas l'impression de travailler parce que je rencontre des belles personnes, je rencontre des gens qui partagent les mêmes passions, je rencontre des gens, archi, design, joaillerie, horlogerie, mode, que tu sois à ton compte ou que tu sois salarié. J'ai envie de te dire, c'est pareil. Hein. Exactement, on a plein de choses à partager. Alors du coup, ce podcast, il va bientôt toucher à sa fin parce que là, on va partir sur la partie 4, conseiller aux jeunes ou aux personnes qui aimeraient peut-être faire un nouveau métier, redevenir salarié, redevenir gérant. Donc si on part là-dessus, ça serait bien par la suite. Allez. Alors effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup face à des reconversions, des gens par exemple qui sont dans certains domaines et qui veulent changer. Quel conseil tu donnerais à une de ces personnes qui hésitent justement à changer de domaine, peut-être, je sais pas, à passer de salarié à gérant ou l'inverse,
Ne surtout pas hésiter. Je pense que la vie est faite de rebondissements. Il faut changer les choses. Moi, je sais que quand j'ai fait mon premier CV et que je me suis retrouvé chez Pôle Emploi, je suis tombé sur une conseillère. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, moi, j'aime les gens. Je voudrais être concierge d'un hôtel. Elle m'a pris pour un fou. Ah Et ouais? en fait, je lui ai dit, mais non, parce que voilà, quand tu passes ta vie à vendre des choses, moi, j'aime les gens, donc j'ai aussi envie de leur amener du bien-être, de la rigolade, d'être cool, de ceci, cela. Et je pense qu'on a vu tellement de chefs d'entreprise partir élever des chèvres, faire du fromage, faire ceci, cela. Il y en a plein, j'en connais plein, et je trouve ça génial. Je pense qu'il faut pas rester focus sur un truc. Alors oui, l'expérience que tu vas prendre dans la vie, elle va te permettre de rester bon dans ce que tu sais faire. Exactement. Mais il faut pas non plus te mettre des barrières et te dire non, je serais pas capable de faire ça. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut faire des choses. J'ai toujours aimé l'horlogerie, mais bon, je me suis toujours dit je vais pas être non plus horloger parce que c'est un vrai métier, ça là, c'est super compliqué. Il y a du monde déjà en place, tu peux pas. Et les jeunes, bah c'est un petit peu la même chose. Ouvre-toi, fais des choses et voilà. Exactement. Et ben justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui hésite à se lancer, alors soit dans un métier précis, soit qui voudrait explorer plusieurs options. Alors je sais pas si tu as des exemples ou Ouais, j'en ai beaucoup, mais je vais simplement dire aux jeunes, ce que je leur conseille aujourd'hui, c'est d'ouvrir leurs yeux, regarder le monde, de voir les gens, de voir ce qui s'y passe et de comment le système, on va dire, fonctionne, de parler plusieurs langues. Ouais. Ça pour moi, moi j'ai 2 garçons, 17 et 22 ans, donc je suis en plein dedans, on va dire. Mais voilà, ils sont tous les deux, on va pas dire bilingues, mais ils parlent anglais, ils voyagent, ils font des choses. C'est ce qui est important pour les jeunes générations. Essayer de s'ouvrir. Plus jeune à 17 ans, il peut pas savoir ce qu'il va faire demain. C'est impossible. C'est pas possible. Donc, il va faire des petits boulots à côté. Il aime le sport. Ils jouent tous les deux au basket à bon niveau. Donc, il voudrait faire quelque chose dans le sport. Alors après, il va aller dans une école qui va être plus marketing, mais toujours dans les filiales du sport. Mais aussi bien, il va faire quelque chose de complètement différent. Le grand qui, lui, devait partir pour jouer au basket, etc., il a eu des problèmes de santé, des problèmes de genoux, etc., donc la carrière sportive, au revoir. Il a d'autres passions, mais pour l'instant, il a lancé une première marque de vêtements, parce que voilà, et ça a été un super succès, c'était génial. Il m'a même impressionné moi, mais je lui ai dit, t'es pas Pharrell Williams, t'as pas Vuitton derrière, t'as pas des millions d'euros, donc les fringues c'est super compliqué. Fais-le par plaisir, par contre garde-le. À côté tu fais d'autres choses, tu fais ci, tu fais ça, mais essaye plusieurs choses et un jour tu vas trouver. Et c'est quoi sa marque de vêtements sans indiscrétion? Ça s'appelait Arcanum. Ok. C'est avec une vraie histoire. Alors c'était des produits qui étaient vendus que sur le net, etc. Alors maintenant, il s'est rendu compte aussi que c'est compliqué. Ouais, il fallait énormément de moyens. Il fallait les problèmes de fabrication, trouver les bonnes usines, etc. Très très difficile. Maintenant, une marque de vêtements, c'est quelque chose de monstrueux à monter. Donc c'est ça qui est compliqué pour un jeune à l'heure actuelle. Mais par contre, ouais, se former, aller dans les écoles si possible. Mais attention, hein, moi je connais plein de gens qui sont à des très hauts niveaux, qui n'ont pas été à l'école et qui ont réussi. Au final, c'est toujours par rapport aux rencontres qu'on fait. Ah ouais. Et en fait, si tu t'ouvres pas au monde, si tu lèves pas la tête de ton écran, tu rencontreras personne. Ah bah de toute façon, moi les jeunes qui sont non-stop téléphone, après c'est pareil, hein, c'est les nouvelles générations. Tu vois ce qu'on fait, c'est les podcasts, hein, c'est pareil, hein, dans l'idée YouTube, c'est super important, c'est obligatoire maintenant. Mais il n'y a pas que ça. Ouais. Et justement, il faut pas oublier, aller voir les commerçants. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est de faire vivre les commerçants qui payent leur loyer tous les jours dans des villes où ça devient de plus en plus dur, qui payent des salariés, qui galèrent, mais pour leur passion. Et encore une fois, c'est ce que je vais essayer de mettre en avant dans mes magazines. Les petites boutiques pointues qui se battent pour survivre, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu ça, hein. Ça devient très très compliqué. Oui, parce que maintenant c'est que comme tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu beaucoup, on se bat contre la grosse distribution, contre les grosses anciennes, etc., qui raflent tout, on va pas se mentir, et pour se démarquer aujourd'hui, c'est très compliqué. Bah, Amazon est bien présent, hein, dans tous les niveaux, dans tous les domaines. J'ai vu la dernière fois en voulant acheter une perceuse dévisseuse, pourtant rien à voir. J'ai tapé des noms de marques quand même assez prestigieuses.
ça te renvoie tout sur Amazon. Ça, Ouais. d'un côté, ça fait flipper. De l'autre côté, tu te dis oui, ils ont tout, mais alors que finalement, je l'ai acheté chez un petit quincailler qui est un mec exceptionnel, qui est là depuis des années et qui s'en sort parce que finalement, il bosse avec tous les artisans, il bosse avec les vraies personnes et il va t'expliquer que plutôt que de prendre des vis chez Castorama, tu vas prendre des vis dans une marque. Alors oui, tu vas acheter une grosse boîte, mais tu les gardes à vie. Je pense qu'il y a aussi la qualité qui compte. Alors pas dire que ce que vend Amazon, certaines fois c'est quali, certaines fois ça l'est pas. Hein. Pour moi, le plus important, et dans le monde dans lequel on vit, ça rejoint mes passions, la musique, du reggae, etc. C'est l'unité, c'est le dialogue, c'est le discours, c'est mettre en relation les belles personnes. Est-ce que tu pourrais dire du coup que c'est un petit peu ta philosophie qui te guide un petit peu dans ta vie, tout ça, l'humain en fait. Ouais, complètement. Mes croyances, mes pensées, ma musique, etc. Oui. Au final, on a tous un petit peu un message à faire passer. Moi, par exemple, mon podcast, c'est chacun raconte son histoire parce que justement, je veux mettre en avant chacun les passions de chacun, etc. Que je trouve ça super intéressant. Alors du coup, je vais te dire merci parce que c'est déjà la fin. Merci à toi, Héloïse. Franchement, c'est super et content de pouvoir profiter, de faire profiter de l'expérience aux jeunes générations. Exactement. En tout cas, j'ai été ravie d'aborder énormément de sujets. Je pense qu'on a abordé énormément de choses sur ton parcours, sur comment gérer les choses. Donc, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker la vidéo, enfin tout ce que vous faites habituellement. Nous, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, dans tous les cas, donc ce podcast s'arrêtera du coup fin mai. Du coup, il reprendra normalement en septembre, donc peut-être que tu repasseras peut-être un jour sur ce podcast si l'envie te dit. Écoute, avec grand plaisir. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup et puis je te dis à bientôt et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup.